Bon ben, Ariel, je vous jure que j'avais pas lu le titre de l'épisode quand j'ai fait mon prognostic, donc ouais, ouais, mais donc ça me surprenait pas quand même qu'ils mettent le personnage d'Ariel maintenant qu'ils ont introduit les sirènes, etc. Et même s'ils l'avaient pas introduit dans cette saison-là, c'était inévitable, quoi. Ça fait partie des trucs qui vont forcément être introduits. Comme je suis sûr, ça fait genre 2-3 fois que le royaume d'Agraba est cité. Il a été cité dans cet épisode. Vous pouvez être certain qu'à un moment donné, on va avoir une histoire avec Aladdin. C'est, c'est impossible à éviter, quoi. Ça fait partie des trucs ultra méga populaires dont on va forcément parler à un moment donné dans la série. Donc l'histoire se centre sur Ariel, la sirène, qui au début sauve Blanche-Neige de la noyade alors qu'elle s'enfuit des gardes de la reine. Elles ont une petite discussion comme quoi elle est tombée amoureuse d'un prince, Eric, qu'elle a sauvé lorsqu'elle a fait naufrage. Et coup de peau pour elle, une journée par an, Ursula, la déesse des mers. Voilà, c'est pas du tout la même Ursula que celle qu'on connaît du film Disney. Ursula, la reine des mers, permet aux sirènes de pouvoir marcher sur Terre, donc elle peut avoir des jambes pendant une période limitée, et elle en profite en étant en compagnie de Blanche-Neige qui sert juste d'accompagnement pour le début, pour aller au bal qu'organise le prince. Ils se rencontrent, le courant passe très bien entre eux, à tel point qu'il lui dit écoutez, je compte faire le tour du monde, moi je voudrais parcourir le monde, et je voudrais vous emmener avec moi, je vous attendrai demain matin, s'il vous plaît, venez, hein, etc., etc. Et elle est assez... Ariel est un peu tiraillée par ça, parce que voilà, elle se dit que c'est impossible pour elle d'être avec lui en tant que sirène, elle peut pas rester humaine. Donc elle vient, de façon désespérée, plaider de l'aide auprès d'Ursula en parlant à la mer. Et c'est là que... Ah, punaise, ce passage, j'ai adoré. Et c'est là que Ursula arrive, et c'est en fait Regina qui se fait passer pour Ursula. Et c'était juste ça, oh mon dieu. L'actrice essaye tellement de singer la Ursula du dessin animé. Déjà, en termes de look, ça fait vachement bizarre. Mais en termes de comportement, je veux dire, la moitié du temps, elle le fait bien, l'autre moitié du temps, c'est du cabotinage, mais excessif. Et j'ai pas pu m'empêcher de me marrer pendant toute la scène. Donc ouais, suite à ça, elle donne à la petite sirène Ariel un bracelet qui pourra résoudre son problème. C'est-à-dire que si elle le met au bras de quelqu'un, elle pourra échanger sa queue de sirène avec les jambes de cette personne. Et elle le fait sans trop demander son avis avec Blanche-Neige. Parce que voilà, elle a retenu qu'elle fuyait la méchante reine et que si elle était sirène, elle aurait plus à se soucier de ça. Bon, malheureusement, elle savait pas que c'était la méchante reine qui l'avait manipulée, et juste au moment où Blanche-Neige se voit pousser une queue de poisson, elle reste sur le quai parce qu'elle ne peut plus du tout bouger. J'en sais rien, j'imagine que ça fait partie du sort en fait, c'est-à-dire elle lui a donné une queue de sirène, mais en fait c'est... Ouais, mais en fait, quoi, elle peut plus trop bouger en plus de ça, c'est... Oui, parce que j'en sais rien, quoi, elle est juste à un petit mètre de l'eau, quoi, elle peut pas se déplacer avec ses bras, petit détail à la con, hein, ça aurait peut-être mérité d'être un chouïa mieux explicité, micro détail, et... Donc, alors que la méchante reine, là, à sa merci, j'aime beaucoup parce qu'elle est très vicieuse dans cet épisode. J'aime bien quand Regina est comme ça, vraiment vicieuse de cette façon-là. C'est assez jouissif. C'est un peu comme Rumpelstiltskin qui cabotine et tout. C'est toujours plaisant à voir de temps en temps ça. Et donc Ariel fait semblant de laisser tomber, dire ok, d'accord, je peux rien contre toi, pour la prendre par surprise et sauver Blanche-Neige à la fin. Donc suite à ça crée un lien assez fort entre Blanche-Neige et la petite sirène, et Blanche-Neige lui dit va rejoindre ton prince, c'est pas grave si t'es une sirène, tu vas y arriver. Et elle y va, et on dit ouais, ça va être la fin heureuse, mais au moment de lui parler, elle n'a plus sa voix. Regina lui a piqué comme ça, et pour lui dire ok, eh ben non, hein, connasse, tu m'as déjoué, tu vas vivre, tu vas vivre dans le malheur de ne plus pouvoir parler à ton bien-aimé pour lui dire ce que tu ressens.
Sachant que, mine de rien, il y a plusieurs façons d'attirer son attention que par la voix. Hein. Je n'aurais pas pu faire des splashs dans l'eau, des bruits de toutes sortes. Non, bizarre. Mais bon, voilà, elle peut plus parler, c'est plutôt tragique, etc. Le personnage d'Arya, j'ai trouvé pas sensationnel en soi, assez fade par moment. J'en sais rien, dans le genre, c'était voilà, c'était la Ariel du dessin animé version light, quoi. C'était pas rien de sensationnel sur pas mal de points. Elle a quand même un peu de personnalité, notamment au moment où elle décide de s'en prendre à Regina, donc c'est plutôt sympathique. Mais bon, disons que c'était pas non plus un personnage sensationnel, mais malgré tout, c'était un segment, un flashback plutôt bien foutu. Le fait que ce soit absolument, que tout doit être absolument lié, soit à Regina, soit à Rumpelstiltskin, ça commence à devenir un peu redondant sur le principe, mais dans l'absolu, c'était bien mené, donc ouais, c'était cool comme flashback. Dans le présent, notre groupe de 5 personnages continue d'être à la recherche de moyens de trouver Henry, mais c'est là que Crochet Killian Jones ne tarde pas à révéler ce qu'il sait, c'est-à-dire que Peter Pan lui a dit que Neil était en vie. Donc il le dit d'abord au prince charmant et à Blanche-Neige lui et le prince charmant se disent ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de dire ça à Emma tout de suite parce qu'on n'est pas sûr et on voudrait pas que ça lui brise le cœur de savoir ça, c'est-à-dire de penser que son amoureux est en vie pour découvrir qu'au final qu'il est vraiment mort, ça lui brisait le cœur une deuxième fois. Une approche tout à fait compréhensible, honnêtement. Mais à côté de ça, on a Blanche-Neige qui dit ah non, les secrets c'est mal. Ouais, il y a un tout petit truc que j'aurais à reprocher à cet épisode, c'est que le message est un petit peu basique, c'est-à-dire que ça part du principe que garder des secrets c'est mal, c'est une mauvaise chose et c'est pas bien. Je trouve sincèrement qu'il existe certains secrets qui méritent d'être gardés pour certains cas et que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire personnellement. Et voilà, ce genre de truc, garder un secret c'est pas bien et ça finit toujours par vous revenir à la figure. Voilà, c'est une morale basique, très basique sur le principe, donc voilà, voilà, je cherche des petits trucs à dire, mine de rien, j'aime beaucoup cet épisode, qu'on soit bien d'accord. Donc Blanche-Neige, qui ne peut pas accepter de garder un secret, finit par révéler ça à Emma et à Regina. Et suite à ça, il décide de partir en quête de Neil, sauf Regina qui commence à en avoir marre et se dire ok, on devrait plutôt se concentrer sur rechercher Henry, on va pas croire les mensonges que disent gamin. Et bon, dans un sens, je comprends le fait que ça l'exaspère un petit peu, ces nombreux détours qu'on fait et qu'elles finissent par se séparer. Je veux dire, ça montre à nouveau son côté impatient. Qui marche très bien là-dessus. On va revenir d'ailleurs sur ce qu'elle fait après ça. Mais bon, mine de rien, c'est quand même, je trouve ça quand même dingue qu'elle n'ait pas vu le potentiel dans le fait de libérer Neil. C'est-à-dire le fait que Neil connaît un moyen de quitter le pays imaginaire. Bizarre que ça n'ait pas été... c'est dit en plus à la fin, hein, mais c'est bizarre que ça n'ait pas été évoqué avant, quoi. Au moment où Regina part ou quoi que ce soit, où tout le monde se dit ouais, il faut sauver Neil parce qu'il faut sauver Neil. Je sais que ce sont des gentils, etc. Mais ce serait pas mal d'avoir une approche un peu pragmatique de la chose, quoi. De temps en temps, notamment, je sais pas, le capitaine Crochet, même si je peux comprendre pourquoi le capitaine Crochet hésite à partir là-dessus, parce que voilà, il est amoureux d'Emma et ça l'embête un petit peu qu'elle retrouve son grand amour. Mais bon, voilà, Emma quitte le groupe et c'est à nos 4 larrons de retrouver Neil qui a été déplacé. Donc voilà, à nouveau, le fait d'être placé juste à côté d'un autre type, juste comme ça pour être déplacé juste après, je trouve ça... Voilà, ça me fait dire que ouais, le fait qu'ils aient insisté sur le fait qu'il y a un autre type, ça va être important, une autre personne enfermée. Donc voilà, je suis impatient de voir ce qu'il en est. Là-dessus, qui est cette personne? Donc il est déplacé dans une cave avec un précipice qu'on ne peut traverser que si on dit ses secrets les plus inavoués.
voilà, les secrets les plus inavoués qui sont honnêtement relativement soft par rapport à certains secrets que d'autres personnes peuvent avoir, mine de rien. En se retrouvant devant le précipice face à Bellfire dans sa cage, les gens, nos 4 héros commencent à raconter leurs secrets les plus inavouables. Et le premier secret qui est dit, c'est celui de Crochet qui avoue qu'il est amoureux d'Emma. Donc voilà, ça va être très intéressant pour la suite. Honnêtement, c'est un peu la raison pour laquelle on a tendance à préférer Éponyme dans Les Misérables au couple principal de Marcus et Cosette. C'est-à-dire que Marcus et Cosette, une fois adultes, ils sont relativement fades en comparaison à pas mal d'autres personnages parce que c'est le joli couple, etc., et c'est tout. Alors que Éponyme, c'est quelqu'un qui est très frustré par ce qui lui arrive, qui est loin d'avoir le même poids, la même signification que Cosette, et elle le vit très mal. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui connaissent Les Misérables, que sont beaucoup plus fans d'Éponyme que de Cosette ou de Marcus. Voilà, c'est toujours intéressant à voir ça, et voilà, ça peut être très intéressant pour développer le personnage de Killian Jones. Je comprends pourquoi beaucoup de gens sont fans de Killian Jones, parce que vraiment, c'est très bien réussi dans son développement et dans sa tragédie émotionnelle comme tout autre. Donc c'est vachement bien fichu ce personnage. Le secret suivant qui est dit, c'est Blanche-Neige qui raconte que ça l'ennuie énormément d'avoir raté l'enfance d'Emma et qu'elle veut un autre enfant. Voilà, à nouveau, les secrets les plus inavouables. Mon Dieu, comment a-t-elle osé garder ce secret? Petit détail, hein, c'est juste un fort secret qu'on a et puis c'est tout, quoi. C'est pas le plus grand secret. Si ça c'est ton plus grand secret, vraiment, t'es vraiment une sainte, quoi. Et c'est là que le prince charmant finit par lui dire le secret qu'il a gardé pendant plusieurs épisodes, c'est-à-dire que il est légèrement condamné s'il quitte le pays imaginaire et qu'il lui a caché pas mal de trucs pendant tout ce temps. Voilà, donc déjà Blanche-Neige le prendra assez mal par la suite. Donc là, c'est un bon développement de la chose, c'est amené de façon intéressante. Et pour terminer, alors là, ces 3 seuls secrets ont suffi à remplir le précipice. C'est-à-dire que là, maintenant, Emma peut se rendre auprès de la cage de Bellfire. Mais elle ne peut pas la briser, la cage, bien qu'elle soit en bois, parce que c'est une grotte magique, et pour arriver à libérer complètement Bellfire, elle doit, elle aussi, dire son secret le plus inavouable. Voilà, donc apparemment, elle ne peut pas tirer la cage hors de l'endroit et la casser normalement avec ça. Non, elle est obligée de dire son secret le plus inavouable. Hein, mise en scène, j'accepte. Donc, elle finit par lui avouer que au fond d'elle, elle avait espéré que Neil soit réellement mort et que tout ça n'était qu'un mensonge de Peter Pan, parce qu'elle avait peur de continuer à vivre le bordel sentimental qu'elle a vécu autour de Neil avant. Semblant être vexant, c'était le secret le plus chiant du lot pour moi. Je veux dire, autant pour Blanche-Neige, c'était intéressant de découvrir cette inspiration qui, honnêtement, n'était pas claire pour le spectateur, donc c'était une surprise. Là, c'était juste, ça sent le truc. Ça sent le truc en plus qui va pas être particulièrement exploité, puisque à la fin, quoi, ils finissent par se mettre ensemble. Bellfire lui pardonne ça, etc., etc. Donc ça sent le truc qui va pas être particulièrement exploité. Le fait que mon Dieu, j'espérais qu'au final tu ne sois pas en vie. Pour une raison assez égoïste, etc. Je veux dire, il le prend bien et ça va super bien entre eux, donc ouais, cool, quoi. ça montre que Neil est un chic type, super sympa et tout, mais voilà, c'est pas sensationnel, quoi. Personnellement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Cela étant, j'en ai pas trop parlé, mais j'aimerais me rétracter sur un truc que j'ai dit il y a 2 épisodes. Maintenant, je comprends pourquoi Peter Pan n'a pas tué Bellfire.
Voilà, le truc c'est que sans parler du fait qu'il voulait taquiner le triangle amoureux qui s'est installé avec Killian Jones, sachant que c'est plutôt un couple amoureux et un troisième partie qui va vraiment mal le vivre hein, au final. Donc ça, il pouvait pas vraiment le prévoir dans l'absolu, je trouve, mais s'il a fait ça, c'est surtout pour amener Bellfire à cette grotte pour pouvoir jouer avec nos héros et leur faire avouer leurs secrets et voir si ça va pas un petit peu faire s'écrouler leur groupe. Donc voilà, c'est à nouveau, on sent le côté très espiègle et fourbe de Peter Pan là-dedans qui est très bien fichu. Et pendant ce temps-là, Regina a décidé de retrouver Rumpelstiltskin parce qu'elle le peut apparemment. Je sais pas, elle peut sentir la magie ou quoi que ce soit, ou alors c'est à nouveau une grande coïncidence. Donc elle finit par retrouver Rumpelstiltskin. Elle dévoile qu'au final, alors je ne sais pas si c'est seulement cette illusion de Belle ou toutes les illusions d'avant, mais elle finit par dévoiler que Belle n'était au final qu'une illusion provoquée par l'ombre de Peter Pan. Ok, donc ouais, c'était une façon fourbe pour le manipuler, lui dire ok, t'as rien à rechercher ici, t'as une femme qui t'attend à Storybrooke, repars la trouver. Alors qu'il commence à se faire légèrement manipuler par ça, Regina arrive pour mettre un terme et décide de se mettre d'accord pour trouver un moyen de battre Peter Pan, mais sans le tuer. Parce que, pour une raison qui m'échappe, je suis sûr que ce sera expliqué à un moment donné, le fait que Rumpelstiltskin tue Peter Pan, ça signifie forcément sa mort. Si Peter Pan meurt, en fait, Rumpelstiltskin meurt. C'est ce que ça veut dire. Enfin, c'est ce que la série veut dire. Apparemment, il y a un lien très particulier entre deux qui j'espère sera expliqué. Je suis sûr que ce sera expliqué. Et pour l'instant, ça me rend un peu perplexe. Et puis, mine de rien, ça me fait me demander, est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce que si Rumpelstiltskin meurt, Peter Pan meurt? Ce serait intéressant de savoir ça. Donc, ouais, quoi qu'il en soit, on va plutôt se centrer sur Regina qui lui propose donc le fait de trouver un autre moyen de s'en prendre à Peter Pan autre que le tuer en lui faisant vivre, en lui faisant subir un destin pire que la mort. Et t'as essayé une sorte de sommeil éternel. Apparemment tu peux le faire sans problème maintenant Regina, vas-y, hein, si tu veux. Le fait est que Rumpelstiltskin aurait de quoi faire ça. Il n'y a pas pensé avant parce que il était pris dans les événements, il était prêt à se sacrifier parce qu'il n'avait plus rien à perdre malgré le fait qu'il était toujours amoureux de Belle. Et malheureusement, ils ne peuvent pas retourner à Storybrooke comme ça. Donc Regina décide de faire appel à Ariel. Ariel qui avait perdu sa voix pendant tout ce temps, donc voilà, c'était super méga vache de ta part, ma vieille. Et qui apparemment a la jeunesse éternelle aussi. Oui, je ne sais pas, oui, à moins qu'elle ait été prise dans la malédiction comme Mulan et les autres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été enlevée à Storybrooke, mais elle n'a pas vieilli pendant les 28 ans où elle était restée figée à Storybrooke, enfin dans le monde des contes de fées. J'espère que c'est ça, mais c'est juste, ça vient du fait que Ariel, comme n'importe quelle sirène, a le pouvoir de voyager à travers les mondes. Voilà, je sens la vieille excuse plus tard pour trouver un moyen super fastoche de voyager entre les mondes alors que ça a été super compliqué jusqu'à présent, c'est-à-dire ah, et si on avait un sort qui nous transformait temporairement en sirène, comme ça on pourrait sans problème sauter d'un monde à l'autre. Ça serait ça, je suis sûr qu'il y aura un truc comme ça qui viendra où on dira ah ouais, c'est bon, on a une méthode super fastoche de voyager entre les mondes. Aucun souci. Voilà, au passage, j'espère que la méthode de Bellfire pour retourner dans le monde réel à partir du pays imaginaire sera pas trop simplette. Voilà, histoire de dire. Et voilà, donc elle appelle la petite sirène en lui disant que voilà, je vais te rendre ta voix. Si tu m'aides, je te donnerai de quoi avoir des jambes. Et en plus, à Storybrooke, il y a ton amoureux Eric qui t'attend. Voilà, donc tout ça, quoi, pour la persuader de travailler pour eux et de leur amener leur matériel qu'il faut pour préparer leur super sortilège pour s'en prendre à Peter Pan.
Petit truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la fin du flashback, on voit qu'Ursula existe réellement. C'est-à-dire que durant tout l'épisode, Ursula est un mythe, une espèce de déesse qui accorde aux sirènes de pouvoir marcher un jour dans l'année. Donc ça a l'air plutôt d'être une personne sympatoche, hein, à première vue, hein, bien entendu. Première impression peut être trompeuse, mais, mais on découvre qu'elle existe réellement et qu'elle a moyennement apprécié que Regina se fasse passer pour elle à la fin du flashback. Et Ursula dans cette série, je suis pas particulièrement fan de son look. On dirait une espèce de de Bouddha légèrement difforme, de statue de Bouddha légèrement difforme avec des tentacules. Ok, c'était pas sensationnel ce look. Ouais, j'imagine qu'ils voulaient se démarquer du look typique Disney vu qu'ils ont fait une parodie là avec Regina qui était très drôle. Mais voilà, c'est histoire de dire quoi. C'est en termes de personnage, ça pourrait être intéressant. En termes de design, j'ai trouvé ça pas sensationnel, mais ça peut promettre des choses intéressantes. Ça peut promettre un futur arc centré autour d'Ursula qui pourrait être pas mal. Ça peut promettre pas mal de choses. Voilà, donc bon épisode. Quelques petites choses à redire. Il est pas aussi bien que le précédent, mais bien sympa, ça a évolué de façon très intéressante sur pas mal de domaines. Je suis très, très intéressé par comment va évoluer Killian Jones avec ses nouvelles révélations. Et comment on va le percevoir, parce que mine de rien, ça fait 2 épisodes que le prince charmant est de son côté, et ils sont un peu poteau-poteau maintenant, mais en ayant découvert que Killian Jones a embrassé sa fille et qu'il est amoureux d'elle, ça risque d'être un petit peu plus tumultueux entre eux. Sachant que ça va être beaucoup plus tumultueux entre le prince charmant et Blanche-Neige aussi. Ça aussi, je me demande comment ça va se finir tout ça. Ça amorce énormément de trucs bien. Comme je le dis, c'est une très bonne histoire jusqu'à présent. Et en termes d'arc, pour l'instant, c'est l'arc dans lequel j'étais le plus pris. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour l'épisode 7. Ciao!